Energy Research Associates. Alors, justement, par rapport à ce contexte de tension géopolitique, où en est-on? Est-ce que là, la tension est maximale? On est un petit peu revenu à des niveaux plus normaux, entre guillemets. Quelle analyse faites-vous? Alors, je pense qu'avant de parler de la détente actuelle, de ce qui se passe actuellement, je pense qu'il est important de rappeler certains fondamentaux et pourquoi, justement, les prix ont atteint les niveaux dans lesquels ils sont actuellement. Alors, une première chose, c'est la capacité excédentaire, tout le monde en parle. La capacité excédentaire est justement ce matelas qui permet au prix, au choc d'être absorbé par le marché de l'énergie, le marché pétrolier. Et cette capacité excédentaire, malheureusement, est à son niveau le plus bas historiquement. Et c'est le cas depuis quelques années maintenant. Et c'est ce qui fait que n'importe quel imprévu qui se passe sur le marché pétrolier perturbe ce marché. Le deuxième problème, c'est les contraintes de raffinage. Alors, tout ce marché serré fait que les problèmes que nous rencontrons actuellement justement font que le marché devient très très serré. Et donc ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons au niveau de la capacité qui n'est pas sur le marché physique, il y a 2,3 millions de barils jour qui ne sont pas sur le marché, ça il faut le savoir, mais ces 2,3 millions de barils jour, ce n'est pas grand-chose finalement, c'est 2 à 3% de la capacité mondiale. Mais le fait que justement ce marché soit très serré fait que ces 2,3 millions de barils jour ont un impact direct sur la nervosité du marché. Alors ces 2,3 millions de barils jour, c'est l'Irak, bien entendu, le Nigeria, le Venezuela, le golfe du Mexique où il y a encore quelques champs qui sont, voilà, et puis Prudhoe Bay en Alaska dernièrement. Prudhoe Bay, d'ailleurs, là c'était un problème quand même essentiellement technique avec des oléoducs qui ont fait montre de quelques dysfonctionnements. Ça peut se reproduire, donc c'est une inquiétude qui va continuer à nourrir la tension. Ou ça, on peut se dire que d'un autre côté, ça pourrait se résorber. Les entreprises pétrolières peuvent faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème technique. Disons que j'aime bien comparer le cas de Prudhoe Bay. C'est vrai qu'il y a un défi technique à remplir, mais il est beaucoup plus facile, entre guillemets, de réparer un pipeline même en Alaska que de réparer des pipelines en Irak, avec toute l'insécurité qu'il y a autour. Donc, il est vrai que ça pose un vrai défi technique de réparer ces pipelines et d'arriver à une production fluide, mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas vraiment évident dans d'autres pays. Alors, on va voir à l'écran un petit rappel historique sur les liens entre des événements importants, géopolitiques, ou même des catastrophes naturelles, et le prix du pétrole. Regardez, c'est un graphique justement et qui émane du CERA, et on le voit successivement. Il y a eu les ouragans Katrina et Rita qui ont fait monter les cours du pétrole à la hausse, ensuite la crise au Nigeria, le dossier du nucléaire iranien qui est encore en train de rebondir, et puis le conflit Israël-Hezbollah qui, certes, on lui a mis un terme avec cette fin des hostilités, mais on sent bien que la voie n'est pas tout à fait dégagé pour la paix. Donc on voit quand même un canal haussier finalement. Alors est-ce que Leïla Benali, c'est-à-dire on peut penser que d'autres chocs vont ponctuer ce marché de l'énergie et contribuer à la hausse continue dans les mois qui viennent? Alors ce que j'aime bien dans ce graphique, c'est que indépendamment des petites fluctuations que vous avez parce qu'il y a eu un attentat avorté en Angleterre, etc., indépendamment de ces petites fluctuations, vous avez depuis un an des seuils, des paliers qui augmentent avec le temps. Alors, dans les mois à venir, alors bien sûr, à court terme, l'Iran, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude sera probablement la saison des ouragans. Il y a eu un rapport qui est sorti ce week-end sur d'éventuels ouragans qui arriveraient prochainement. Et puis, bien sûr, la troisième source d'inquiétude, c'est l'hiver qui arrive, la demande au niveau de fuel de chauffage. On a fini avec la saison de l'essence maintenant. C'est plus habituel. Voilà, c'est plus habituel. Ceci dit, quand on revoit ce graphique, c'est ce que je vous disais, c'est des paliers qui montent. Alors après, est-ce que ces paliers vont redescendre structurellement, est-ce qu'il y aura une redescente, qu'il y aura une détente réelle, structurelle? Ça, personne, je pense, ne pourra s'aventurer à le dire. Mais il y a en effet des sources d'inquiétude connues. Il y a d'autres sources d'inquiétude que personne ne connaît et que je ne m'aventurerai pas à détailler. Derrière nous, on a justement le graphique du Brent sur un an. Alors,
qui cote actuellement aux alentours de 73 $. Même si des éléments nous échappent, vous échappent, vous voyez le baril de Brent à combien dans un an? Alors, on a détaillé, identifié plusieurs sources d'inquiétude. Peut-être qu'il y a certains problèmes qui sont en passe d'être résolus. Est-ce que la crise au Nigeria a vraiment duré un an encore, ou il y a peut-être d'autres éléments? Alors, au CERA, nous développons des scénarios. Nous avons 3 scénarios. Un scénario de base, des scénarios optimistes, des scénarios pessimistes. Vous parlez du cas du Nigeria. Alors le Nigeria, c'est très difficile avec les élections présidentielles qui arrivent. On ne peut être que légèrement pessimiste. Même après l'élection, une fois qu'elle sera passée, le marché pétrolier, enfin, ce sont malheureusement des tensions qui ces problèmes-là ne viennent absolument pas de ce qui se passe en dessous de la Terre, au niveau du champ. Elles dépendent de ce qui se passe au-dessus de la Terre. Donc c'est vraiment difficile de se dire que la crise au Nigeria va être résolue très prochainement. Il y a eu des départs au niveau du gouvernement nigérien. Il y a eu énormément de problèmes, même dans les dernières semaines. Donc c'est assez difficile il y a des scénarios pessimistes qui parlent de ça. Le deuxième gros problème, c'est l'Irak. L'Irak, c'est un problème à part sur lequel on peut parler pendant des heures. Mais nous ne voyons pas, dans le cas de l'Irak au CERA, un retour, dirons-nous, des investissements étrangers, de compagnies pétrolières dans la région avant au moins 2010, avant qu'il y ait un cadre légal stable qui permettra justement d'augmenter la capacité de production. Entre-temps, le pétrole en Irak est proie aux pipelines qui explosent, aux bateaux qui sont retardés, etc. L'Iran est au cœur de beaucoup de tensions. D'un côté, pour le conflit Hezbollah-Israël, puisqu'on s'est rendu compte qu'il soutenait le Hezbollah de manière tout à fait active, et d'un autre côté, avec ce dossier du nucléaire iranien qui l'oppose au monde occidental. Alors, est-ce que l'Iran va, d'après vous, utiliser l'arme du pétrole, puisque c'est un producteur, ce qui aurait des conséquences sur le marché de l'énergie, pour faire avancer ses visées politiques, expansionnistes? Oui, l'Iran. L'Iran, nous pensons au CERA qu'il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Pour être ils exportent 2,5 millions de barils jour de pétrole. Ils sont dépendants de l'extérieur pour leurs importations d'essence. Donc c'est assez difficile de concevoir qu'ils bloqueraient de manière délibérée à long terme leurs exportations de pétrole. Ceci dit, le président iranien, entre autres, n'est pas très prévisible, donc on ne peut pas savoir comment les choses vont évoluer. Nous ne pouvons que compter sur pas les divisions au sein du pouvoir, parce qu'il n'y a pas un pouvoir iranien, il y a plusieurs pouvoirs iraniens. L'Iran a parlé hier de retour aux négociations. Il y a beaucoup de voix dans tous les sens sur ce dossier nucléaire. Nous attendons demain, mais le monde ne va pas s'arrêter demain. Nous attendons de voir ce qui va se passer au Conseil de sécurité. Il y a énormément de choses qui vont se passer à ce niveau-là. Brièvement, le conflit Hezbollah-Israël est quand même en passe d'être maîtrisé. C'est une source de tension en moins, non? Sur le marché pétrolier, les analystes et les traders se sont vite rendus compte, au bout d'une semaine ou deux, qu'il n'y a pas de problème physique pétrolier, que l'impact du conflit entre Israël et Hezbollah allait avoir un impact physique sur le pétrole. Donc 2 semaines après mi-juillet, on s'est très vite rendu compte que le problème ne viendrait pas de là, effectivement. Laïla Ben Ali, merci beaucoup. Vous êtes chercheur au CERA, je le précise pour les téléspectateurs, c'est le Cambridge Energy Research Associates. Merci d'avoir bien voulu commenter les derniers développements de ce marché de l'énergie qui a vu certes un reflux des cours du pétrole la semaine passée, mais à nouveau des tensions se font sentir à la fois à cause de la crise au Nigeria, les attentats en Irak et un Moyen-Orient toujours très turbulent. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis.